On a déjà vu donc deux cours. Le premier cours c'était le caractère essentiel et la condition sine qua non qui dit que dans chaque foyer il y a de l'amour entre les parents et les enfants. Et la semaine dernière on a expliqué que aimer ses enfants, c'est pas se soucier de leurs besoins, qu'ils soient matériels et spirituels, mais c'est dire aux enfants qu'on les aime, exprimer avec des mots qu'on aime nos enfants. Et on a vu que c'est pas évident, que trop de parents s'imaginent que mais mon fils il le sait que je l'aime, j'ai pas besoin de lui dire. On a expliqué que les critiques malheureusement on les dit, hein, et lorsqu'on les dit ça va à peu près, parfois on les crie, parfois on insulte les enfants. Dire à son enfant qu'on l'aime, on ne le dit pas. Lorsqu'un enfant il est critiqué, lorsqu'un enfant il est sans arrêt soumis à une multitude d'injonctions à agir, d'ordre, et qu'on ne lui dit pas de manière expressive qu'on l'aime, de manière explicite, cet enfant ne sait pas qu'on l'aime, il ne peut pas savoir qu'on l'aime, et il y arrive un moment où, comme l'éducation, c'est plus d'éducation, mais c'est du dressage, on dresse l'enfant, on peut dresser un animal, on ne peut pas dresser un être humain, il y a un moment où ça casse, et lorsque ça casse, c'est trop tard, lorsque ça casse, on a perdu l'enfant. On va voir aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard, d'une certaine manière, lorsque l'enfant est encore à l'âge adolescent ou jeune adulte, on peut encore essayer des choses qu'on peut encore changer, qu'il faut changer. Mais j'espère que le message est passé, qu'on s'est rendu compte qu'aimer un enfant, c'est pas se soucier de son bien-être matériel, c'est peut-être aussi cela, mais aimer un enfant, c'est exprimer à l'enfant qu'on l'aime. Et tant qu'on ne fait pas cet effort de dire à son fils ou à sa fille, tu es magnifique, je t'aime, hein, ou comment tu fais pour être tellement extraordinaire que je t'aime tellement, tant qu'il n'entend pas ces mots, l'enfant ne sait pas qu'il est aimé, et lorsqu'il ne sait pas qu'il est aimé, on a malheureusement trop souvent des catastrophes qui arrivent à un certain moment, et là c'est trop souvent trop tard pour changer de cap. Alors ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce matin, donc c'est comment, donc on va aborder d'une autre manière comment changer de cap, comment essayer de transmettre à un enfant qui jusqu'à présent n'a pas ressenti de manière verbale qu'on l'aimait. Vous avez raison, il faut le dire et embrasser, caresser. Non, mais c'est pas ça, mais je prends l'exemple d'un gosse qui son père avait dit viens me chercher à l'école, parce que je peux pas venir, je sais pas, et mon père lui dit non, je peux pas venir, mais je t'aime. On a dit ça va pas. Si. Ah, s'il peut pas le papa, non, c'était. Je peux pas parce que, je sais pas, je suis en train de jouer aux cartes. Bon. Non, je parle pas de ça. Mais, non, donc on va, la semaine prochaine, on va aborder amour et aimer et gâter. Donc il y a, donc. Non, s'il y a que les mots, ça ne doit pas suffire. Bon, on va voir que c'est pas seulement les mots. On a expliqué la semaine dernière que les parents aiment naturellement leurs enfants. Il y a un amour naturel. J'ai aucun souci que sur tous les participants de ce cours, on aime tous nos enfants. On aime nos enfants. On se soucie de leur bien-être. Ce à quoi on peut les aider, on le fait. Que ce soit au niveau de leur éducation, que ce soit au niveau de leurs activités extrascolaires, de leur santé, de leur habillement, de leurs loisirs. Les parents se soucient des enfants. Et c'est pas ça le problème. Je vais vous donner peut-être une image. Il y a énormément de parents qui aujourd'hui ont l'image de leurs enfants dans le téléphone. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils aiment leurs enfants. Ils aiment jouir de la photo mignonne du bébé ou de l'enfant, mais l'enfant ne sait pas que son père l'aime parce que c'est pas parce que le papa a la photo dans la voiture ou dans le téléphone que l'enfant va ressentir de l'amour. Certains enfants, pour certains parents, sont un objet de richesse extérieure. Montre, oui, mon fils, oui, en Israël, ça cours Tsinim, il officiait dans l'armée, ou mon fils, il est ceinture noire de karaté. Donc ça devient un objet extérieur de richesse, entre guillemets. Donc chercher son enfant à l'école, c'est rendre service à son enfant, c'est pas l'aimer. C'est pas l'aimer. Si l'enfant voit que vous lui dites que vous l'aimez, mais comme il a besoin de vous, comment il...
Bon, alors on va voir. Bon, dans certains cas, il faut chercher l'enfant parce que le père peut le faire facilement et pour l'enfant c'est difficile de rentrer. Dans notre cas, c'est pas nécessaire. C'est pas donc c'est difficile ce que on va voir l'idée que vous êtes en train de soulever. On va la voir sur un autre aspect. Donc comment aimer son enfant. Donc on va essayer de parler entre autres ce matin de l'enfant rebelle. L'enfant qui c'est ou rebelle ou qui s'est déjà rebellé ou l'enfant qui est dur à éduquer. Donc comment gérer cette relation. Donc on avait vu la dernière fois en fin de cours que le papa ou la maman qui dit à son fils tu as fait une bêtise, je t'aime pas. Hein. Bon, c'est plus de l'amour. Hein. Si tu es gentil, je t'aime. Nous, c'est plus de l'amour. Donc, un enfant, l'amour a comme caractéristique essentielle qu'il est inconditionnel. Si on met l'amour au conditionnel, si tu fais ça, maman t'aime pas, c'est plus de l'amour. Je sais pas comment définir ça, mais c'est pas de l'amour dans le sens aimer. L'enfant, lorsqu'il ressent qu'on met l'amour au conditionnel, il se rend très bien compte que c'est plus de l'amour. J'aimerais, avant de commencer ce sujet, vous donner encore un flash. Comme ça, une image. Je reviens à mon Rosh Kollel Rav Weiss. Je crois pas que je vous l'ai raconté. Les pieds sur la table. Je vous l'ai raconté la semaine dernière? Ma Chavruta au Kollel, donc le Rav avec lequel j'étudie depuis longtemps, m'a raconté que un jour où il était à Bnei Brak, dans un des plus grands Bate Midrashim de Bnei Brak, qui s'appelle Mishkonot Yaakov. C'est là où mon Rosh Kollel a vu de Rav Weiss, et mon Rosh Kollel Rav Weiss était en train d'étudier avec son petit. À l'époque, l'enfant, il avait, 11 ans, 12 ans. Et donc, comme beaucoup de pères, on étudiait avec le fils. Et il m'a dit que c'était assez extraordinaire de voir que le gosse avait donc encore une fois, je veux que vous situez, c'était pas à la maison, c'était pas dans un petit Beth Midrash, c'est un des plus grands Bate Midrashim de Bnei Brak, c'est un des endroits, c'est plein de monde. Donc, essayez de vous voir le Rav Weiss, à côté de lui, un môme de 11 ans, en train d'étudier ensemble, et le gosse avait les pieds sur la table. Le gosse avait les pieds sur la table. On ne met pas les pieds sur la table. On ne met pas les pieds sur la table. Maintenant, quelle est la réaction naturelle de trop de pères? Descends tes pieds. Enlève tes pieds, ça ne se fait pas. Rav Weiss sait qu'on ne met pas les pieds sur la table. Je l'ai déjà vu monter sur une chaise dans une discussion dans le collège pour essayer de convaincre avec plus de force quelqu'un d'autre, mais sur une table il n'est jamais monté. Pas encore. Donc on ne met pas les pieds sur la table. Et Rav Weiss sait qu'on doit éduquer ses enfants. Et pourquoi est-ce que Rav Weiss s'étudie avec son fils pendant longtemps sans rien dire? Parce que Rav Weiss sait que lorsque on étudie avec son enfant, on passe un message que l'étude c'est du kiff. L'étude, c'est une jouissance, et qu'on étudie avec son fils parce qu'on aime son enfant, c'est pas le moment pour l'éduquer aux bonnes manières. Même si c'est une bonne manière qui est une valeur entre guillemets. L'enfant, et ça c'est un des principes numéro 1 d'éducation, l'enfant il apprend l'exemple de son père. Le résultat de l'éducation de l'enfant, c'est pas lorsque l'enfant il a 11 ans, c'est lorsque l'enfant il a 20 ans, ou lorsque l'enfant il a 40 ans, ou lorsque l'enfant il a 50 ans, qu'on voit l'état d'éducation de l'enfant. Lorsqu'un père ne dit pas à son fils, baisse les pieds de la table. Mais le fils voit très bien que son père ne met jamais les pieds sur la table pour étudier. Lorsque l'enfant atteint l'âge de raison, l'enfant ne mettra pas les pieds sur la table. Il ne mettra pas les pieds sur la table. Parce qu'il a vu son père ne le fait pas. Mais par contre, si lorsque l'enfant avait 10-11 ans, baisse les pieds, assieds-toi droit, arrête de regarder à droite, écoute ce que je te dis. L'enfant, il va arriver à un certain âge, il ne voudra plus étudier. La tfila, c'est la même chose. La tfila. Pour certains enfants, la tfila, c'est une injonction à agir sans arrêt. Arrête de parler, suis dans le sidour. Mais pourquoi tu rêves? On n'éduque pas à la tfila comme ça, c'est impossible. Lorsque l'enfant va atteindre un certain âge, l'enfant, il ne fera plus cette tfila. Pourquoi? Parce que on l'a dégoûté de la tfila. La tfila, c'est un moment à passer où il faut se tenir à carré, il ne faut pas bouger, c'est la prison. Il attend qu'un moment, c'est la prison. Il attend qu'un moment que la tfila se termine. Lorsque l'enfant a atteint un certain âge,
ben, il n'aura plus envie de prier. Par contre, lorsque l'enfant voit son père, que le père, il prie avec Kavana, que le père, il ne parle pas à la synagogue, mais oui, c'est quelque chose de très piquant, il ne parle pas, que le père reste sur sa place, que le père essaie d'arriver à l'heure à la tefila, il voit l'importance de la tefila pour le père, que le portable, il est éteint pour la tefila, etc. Tout ce genre de choses, ben, l'enfant, lorsqu'il aura atteint un certain âge, où il comprendra ce que c'est la tefila, comme pour lui la tefila, c'était pas un moment à passer, bon, il allait jouer de temps en temps, il allait parler dehors, il ne suivait pas toujours. J'avais avec un de mes enfants, à un certain moment, des difficultés pour la tefila. Je sais pas, il avait 9-10 ans. Et j'ai pris conseil avec le directeur du Cheder, le directeur du Talmud Torah dans lequel mon fils étudiait. Et je dis, mon fils, il arrive pas très bien à faire la tefila, je vois que c'est dur pour lui. Quel était le conseil? Et il s'appelle Rav Meir Munk, c'est un très grand pédagogue, c'est quelqu'un qui est un chacham, un sage dans ce sujet. Quel était son conseil? Ben, enlève certaines parties à tefila, qui prient moins. Qui prient moins. Pas dis-lui de suivre, etc. Baisse il prie, tu fais trop prier. Il priait pas trop. Enfin, il priait pas trop à mes yeux. Aux yeux de l'enfant, c'était trop. À les yeux de l'enfant, c'est trop. Dis-lui, tu peux sauter ça, tu peux sauter ça, tu peux sauter ça. Bon. Alors, de nouveau, c'est sûr que on n'a pas toujours, nous-mêmes, assez de rétrospective pour pouvoir gérer ce genre de questions. Mais l'approche, encore une fois, c'est une approche générale d'amour. Aimer son enfant. Aimer son enfant, c'est pas l'enfant il gêne. Pour Ravaïs, avoir son fils à côté de lui. Ravaïs, c'est une personnalité à Bnei Brak. Avoir son fils à côté de lui, avec les pieds sur la table, croyez-moi, je viens à sa place, c'était très désagréable. J'emploie un terme qui est faible. C'est très désagréable. Pourquoi le môme il met les pieds sur la table, ça se fait pas. Lorsqu'on aime son enfant, on est prêt on se soucie pas de son image de marque, mais du bien-être de l'enfant. Des choses socialement ça passe pas, socialement ça se fait pas, socialement l'enfant vient pas à la tefila, alors qu'il y a un tefila, il est en train de bouquiner, il est en train de lire je sais pas quoi, et ça se fait pas, les gens disent je bouquine. Non. Tu aimes l'enfant, bah tu fais un calcul. Si tu as un doute, s'il faut faire comme ça ou comme ça avec l'enfant, tu peux lâcher un rave. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une approche. Aimer son enfant, ça ne veut pas dire faire de son enfant une image de... Voilà, mon fils, regardez, je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire d'un père qui faisait lever de ses enfants tous les matins, il les faisait venir je ne sais pas si tous les matins ou le Shabbat, au Netz. Été comme hiver. Et il était dressé dans le sens le plus strict. Il faisait la tefila, etc. du début à la fin. De nouveau, c'est Machavouta qui m'a raconté cette histoire. Donc, en préparant le cours, j'échange des idées avec lui, et il m'a dit, ça fait donc c'est une histoire qui date de quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, à sa connaissance, il n'y a plus aucun des enfants qui est religieux. Peut-être un tout petit peu. Tous les enfants, ils ont tout laissé tomber. Donc, on n'éduque pas ses enfants par la force, en leur faisant faire des choses qu'un enfant ne peut pas faire. Donc c'est au niveau religieux, c'est de manière générale. Mais le problème de fond, c'est une relation. C'est une relation, est-ce qu'on aime vraiment son enfant? Je crois pas que le fait qu'il y ait des tefilines, des livres de Torah là, et que je pose mes pieds sur la table, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté parce que vous me dites que c'est pour le même niveau. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous n'êtes pas à Valbrak, vous êtes ici, et ici, il y a des jardins. Et dans 80% des synagogues, moi je vois que ça passe à lundi soir, si j'arrive et l'enfant peut aller en bas, mais il n'y a aucun problème, hein, il va aller au foot. Je ne suis pas convaincu que le fait que je lui dise pas de rentrer, qu'à un moment ou à un autre, il va faire le calcul, le ballon, c'est pas sympa, je vais rentrer. Je ne suis pas convaincu. Peut-être dans un endroit où il n'y a pas de possibilité. Alors bon, il s'ennuie, il va aller dans les escaliers. Mais si de l'autre côté, il a le terrain avec le ballon, c'est maintenant les vidéos, il ne faut pas le faire. Non, seulement, mais c'est vrai, il faut parler concret. C'est pas moi, je l'ai pas. Non, mais comment vous pouvez mettre? Moi, je me souviens, vous m'avez interdit un jour de poser un bébé sur une table, parce que c'est pas commode. Parce que c'est votre besoin à vous. Vous me posez le pied, et lui, il pose son lèvre de Torah à côté, vous dites, oui, c'est pas grave. Alors, pour mon enfant, je ne fais pas. Je suis pas convaincu que... Non, j'entends votre remarque.
vous allez cogiter. Je dis pas, encore une fois, je n'ai pas dit qu'un enfant, il ne faut pas l'encourager à la tefila. Je ne dis pas qu'un enfant, il faut dire, va jouer au foot, tu viens pas à la tefila, c'est plus sympa. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut le faire avec sagesse, et donc, très souvent, on réagit, non pas pour le bien de l'enfant, mais pour notre amour propre. Ah oui, c'est l'éducation il y a 20 ans, il y a 40 ans, elle était comme ça. Toute la tranche des 50 dernières années, c'était une erreur grossière de tous les rabbins, de tous les parents, de tous les... Non, c'est pas une... Bon, je vais vous dire, bon, c'est une remarque que je voulais dire après dans le cours. J'ai quand même essayé un peu de montrer la différence qu'il y a entre notre monde aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a 50 ans. On va se mettre dans la peau de nos parents, de nos grands-parents il y a 50 ans, quand eux, ils étaient des enfants. Les parents entraient à la maison le soir. Le soir à la maison, d'abord, il n'y avait pas le téléphone. Un enfant rentre de l'école, maman n'est pas au téléphone. Il n'y avait pas le téléphone il y a 50 ans. Le téléphone, c'est d'exceptionnel. Dans certains bureaux, il y avait le téléphone. Quand on s'est marié à Bnei Brak, il y a 25 ans, on n'avait pas le téléphone. Je ne sais pas combien d'années d'attente, on a eu ce qu'on appelle un calme shoutaf. Calme shoutaf, c'est-à-dire que c'était la moitié d'un téléphone. C'est un téléphone pour deux voisins. Donc, lorsque l'autre parlait, on ne pouvait pas parler. Donc c'était... alors, il y a 50 ans, il n'y avait pas le téléphone. Je ne parle pas du téléphone, il n'y avait pas le téléphone. Donc les parents, lorsque les enfants étaient à la maison, ils étaient avec leurs enfants. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas la télévision, où il y a 70 ans, peu importe, on ne va pas maintenant commencer un calcul historique, il n'y avait pas la télévision. Je dis, c'est quoi une soirée ici, au niveau de la communication entre les parents et les enfants, c'est lorsque toute la famille regarde le même film à la télé. Dans certains foyers, c'est comme ça que ça se passe. On s'est mis d'accord pour regarder le même film. Aujourd'hui, chaque gosse a sa télé. Mais c'est pas comme ça qu'on aime un enfant. C'est pas le fait de regarder ensemble le même film. À l'époque, les parents jouaient avec les enfants. Je pense qu'on a tous en mémoire des soirées de jouissance ou des après-midi de jouissance parce qu'on a joué tous ensemble au Monopoly, ou on a joué ensemble à des jeux de société. À l'époque, les jeux de société occupaient une relation qui était entre les parents et les enfants. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le cinéma, il y avait ah bon, je sais pas quel âge, je parle d'un moment, encore une fois, je ne vais pas faire un calculer, où les parents étaient à la maison, le soir on ne sortait pas. Le soir, les enfants avaient leurs parents pour eux. Lorsque il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture, je sais pas, lorsque nos parents étaient gosses, ou nos grands-parents étaient gosses, ils sortaient pas. Le papa, il allait travailler à pied ou en tramway, il y avait le tramway, il y avait le bus. Il y a une époque où c'était un cheval, il n'y avait pas ces sorties. Les parents, mais c'est pas, non, c'est pas, il y a 70 ans, il y a 100 ans, d'accord, il y a 100 ans. Donc, il y avait une époque. Bon, c'est pas le calcul, c'est pas le nombre d'années. Je parle de l'époque où les enfants avaient leurs parents. Je viens de l'époque où les enfants avaient leurs parents. Aujourd'hui, comment est-ce qu'un enfant va dormir? Faites un calcul. Même lorsque la maman est à la maison, combien est-ce que de mamans aujourd'hui chantent à leurs enfants? Aujourd'hui, l'enfant met un disque MP3 ou disque quelque chose d'autre, il met un disque, il n'entend plus sa maman chanter à côté de l'enfant. Il y a beaucoup de familles, certaines familles qui ont quitté Ranana. Ils m'ont raconté qu'une des difficultés qu'ils ont eues en quittant Ranana et en passant un système autre que Ranana, c'est le fait que la vie sociale dans les milieux qui sont très orthodoxes est bien moindre que Ranana, et ça leur a été difficile. J'ai plusieurs fois, des gens m'ont dit, des anciens de Ranana m'ont dit, on a changé, mais au niveau, on était habitué à une certaine vie sociale, on n'a plus ça. Dans certains milieux, la vie sociale, elle est réduite au strict minimum. Des parents essaient de tout faire pour ne pas prendre un babysitter. Donc, à Bnei Brak, les babysitters, c'est pas un métier en vogue. Je dis pas que ça n'existe pas, parce qu'on essaie de ne pas laisser les enfants babysitter. Il faut savoir
laissez les enfants babysitter. Il faut savoir qu'un babysitter, s'il fait pas de mal, c'est déjà positif. Mais très souvent, les babysitters, c'est quelque chose de négatif. D'abord, c'est négatif, d'abord parce que les parents sont pas là. Les enfants ont besoin de leurs parents. Chaque fois qu'on sort, il faut savoir que les enfants, on leur enlève de la chaleur, on leur enlève de l'amour. Donc tout ça, c'est pour vous donner une image qu'aujourd'hui, dans notre monde, il a changé. J'ai pas dit que vous devez résilier votre abonnement à la Bezek. Hein. J'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit qu'il faut vendre le téléphone, vendre la voiture, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, j'essaie de vous montrer qu'il y a une différence aujourd'hui entre l'amour qui passait naturellement il y a quelques dizaines d'années et la manière dont aujourd'hui se passent les choses. Vous partez en excursion, je vous l'ai dit, je vous le répète, partez en excursion, laissez votre portable à la maison. Partez en excursion avec son portable, votre enfant se rend compte que vous n'êtes pas avec lui. Vous n'êtes pas avec lui, lorsque le portable sonne, vous êtes en train de discuter avec lui, vous répondez au portable, l'enfant se rend compte que, il n'y a rien à faire, on parle avec lui. Mais donc, au niveau de la priorité, le portable passe avant lui. On est aujourd'hui dans un système, on ne se rend pas compte, on n'a pas assez de recul, où malheureusement, on n'arrive plus à gérer notre temps familial. Donc, il y a des contraintes sociales, il faut aller à cet événement, etc. Il y a des contraintes technologiques, il y a tout un environnement qui fait le fait que les femmes travaillent. Je ne veux pas que vous indiquiez en disant, il faut que les femmes ne doivent plus travailler. Mais il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, les femmes ne travaillent presque pas. C'était rare qu'une femme travaille. Aujourd'hui, énormément de femmes travaillent, et la femme, lorsqu'elle travaille, elle rentre à la maison, elle change de portefeuille ministériel, elle était ministère d'Excellence des Finances avant, elle passe maintenant à ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation, ministre de la sanité publique, enfin de la sanité privée, ministre de la gastronomie, etc. Elle doit s'occuper de son foyer, de l'éducation des enfants, et elle n'a plus la même résistance, elle n'a plus la même patience, elle n'a plus la force. Elle ne peut pas être à la fois au four et au moulin sans arrêt, et donc automatiquement, il y a une érosion. C'est plus facile pour une mère que l'enfant joue devant un jeu électronique, que l'enfant mette un disque, plutôt que la mère, elle commence à chanter avec son enfant lorsque l'enfant va dormir ou à jouer avec l'enfant. Elle n'a pas la patience, elle n'a pas le temps. Donc on est dans une autre société. Je ne vais pas changer notre société. J'ai pas dit on ne peut pas changer comme ça. Il faut prendre conscience qu'à l'époque, on pouvait éduquer d'une manière qui était plus stricte. Et être strict ne veut pas dire ne pas aimer. Parce qu'il y avait énormément d'amour. Je vous ai fait sentir que, j'espère, je vous l'ai dit, que le problème du manque d'amour, c'est que l'enfant ressent que l'éducation, c'est pas une éducation, on le dresse. Il entend sans arrêt des injonctions pour agir, tu fais ça, fais ci, fais ça, lève-toi, dépêche-toi, range tes affaires. Pourquoi tu n'as pas encore mangé? Oublie pas tes affaires. Dépêche-toi, tu vas arriver en retard. Pourquoi tu as laissé tes pantoufles au milieu de la chambre? Pourquoi tu n'as pas... Sans arrêt, l'enfant, il entend, alors qu'au niveau de la présence de ses parents, il y a beaucoup moins, tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif. Le fait qu'il n'y ait pas la même atmosphère, que les parents ne sont pas avec leurs enfants comme ils étaient il y a quelques dizaines d'années, fait qu'aujourd'hui, le peu qu'on éduque, entre guillemets, l'enfant ne ressent pas que c'est pour son bien lorsqu'il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi on a besoin, beaucoup plus qu'à l'époque peut-être, de dire qu'on aime les enfants. Et je suis persuadé que lorsque on était avec nos enfants, lorsque nos grands-parents étaient avec leurs enfants, ou peu importe, derrière enfin avec nos grands-parents, il y avait automatiquement beaucoup plus d'amour qui coulait entre les deux. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des problèmes qui sont difficiles. Alors, oui. Comment on fait dans le milieu archaïque où il y a beaucoup de femmes qui travaillent et d'hommes qui sont salariés, comment ils font au niveau de l'éducation? Dans ce milieu ultra-orthodoxe qui logiquement devrait faire passer l'éducation avant tout, je pense. Comment ça s'organise? Bon, d'abord, il y a une image, la femme travaille, qui est exagérée. Non, donc je... mon fils va être à faire. Donc il y a je veux savoir comment ça va se je peux pas vous donner il n'y a pas de règle générale. Par contre, ma fille,
Ma fille a arrêté une carrière dans l'enseignement. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très doué dans l'enseignement, et moi, ça me fait mal au cœur qu'elle, parce que je pense qu'elle peut transmettre dans mes enfants, parce qu'entre elle et son mari, ils ont décidé que, bien qu'au niveau de la parnassa, au niveau du gagne-pain quotidien, c'est beaucoup moins prestigieux d'être une métapellette, une nourrice à la maison, c'est beaucoup moins, peut-être enrichissant au niveau carrière, mais les gosses ont leur mère. Le papa, donc il y a un choix. Donc les gosses ont leur mère, c'est que la mère est libre. Non, mais elle travaille à la maison. Elle travaille à la maison. Pas de la maison. Elle Ouais. travaille en dehors de la maison. Ah, pour amener une parnassa à la maison. il faut savoir gérer ça. Je vais vous raconter encore une histoire. Encore une dernière histoire et après on va commencer. Ouais. Non mais chacun. Non mais les enfants ils sont des maîtres. Il y a des questions qu'on pose. C'est que le chinour fait un des sujets sur lesquels on est le plus consulté les rabbinim. Parce que les gens posent des questions, les gens demandent au Gdolim. Moi je vois des bras, ils ont pris m'excuser de parler comme ça, mais les enfants ils sont livrés eux-mêmes. On se balade à Bonne-les-Braques, on a cette impression que les enfants sont vraiment complètement abandonnés. Ils se baladent dans les rues, ils se font écraser. J'ai vu devant moi des accidents, des trucs inimaginables. Oui. Qui sont élevés par leurs propres frères et sœurs. Exactement. Bon, c'est le grand. je vais vous dire, vous avez raison. Bonne-les-Braques est une ville où il y a 150 000 habitants. J'ai apprécié que dans ces 150 000 habitants, il y a peut-être 2000 Avrechim. Donc, ce qu'on voit dans Bnei-Brak, il n'y a pas 150 000 Avrechim, il y a peut-être, je ne sais pas si il y a 2000, je sais entre 1000 et 2000 Avrechim. Donc, l'université de Bnei-Brak, qu'on sait de Bnei-Brak, c'est une ville, c'est une ville orthodoxe, super orthodoxe, mais dans laquelle les Avrechim sont une petite minorité, et les Avrechim d'habitude sont, donc il y a des valeurs qu'on on raconte une dernière histoire, on va commencer le sujet. Il n'y a pas de réponse différente, c'est au cas par cas, mais je vais quand même raconter une histoire. Hier soir, j'avais un problème avec mes tefilines, je suis allé chez le monsieur qui m'a construit mes tefilines. Donc j'ai un problème, pendant qu'il a été en train de réparer mes tefilines, je dis voilà, demain matin je fais un cours sur l'éducation des enfants. Et c'est un monsieur qui a réussi l'éducation de ses enfants. Biaïnara, il a un des maîtres d'un de mes enfants, à la Yeshiva. Il a 26 ans. C'est quelqu'un qui a 18 ans a sorti un livre sur Mishnot Negaim. Les Mishnot Negaim. Dans Taharot, il y a. Bon, donc c'est quelqu'un. J'ai tenu dans mes mains hier un de ses livres qui a écrit Tana de Belial. Un garçon, un monsieur de 26 ans, donc quelqu'un d'exceptionnel au Torah. Je dis comment vous avez fait? Bon, il y a différents éléments de réponse. Il y a une des choses qu'il a racontées, et je pense que c'est important. C'est un monsieur, donc, le matin, il est instituteur, et l'après-midi, il fait les tefilines. Et donc, il est instituteur dans une kitachet, dans une kita élevée, c'est un travail physiquement, énervant, c'est dur. Puis après, il travaille physiquement, faire les tefilines, c'est un travail physique. Il m'a dit, jamais, je suis allé dormir, d'abord mes enfants, même si c'était à l'échelle de là, ils venaient dormir à la maison. Ses enfants étudient à Ponivé, chez Slobodka, ils venaient dormir à la maison. Et mes enfants, ils avaient une instruction, jamais arriver après 11h15, 11h30, à tout casser, minuit moins le quart. Et chaque soir, je les attendais. Jamais j'allais dormir avant que tous les enfants étaient à la maison. Ma femme me disait, mais tu es fatigué, tu n'as plus la force? Non, j'attends. Lorsque les enfants arrivaient, chacun des enfants, je parlais 10 minutes, un quart d'heure avec lui. Papoter, pas discuter, pas parler Torah. Papoter, discuter. Et chaque soir, même un gosse de 18 ans, je l'embrassais. Lors des Shavuot d'un de ses enfants, il y a quelqu'un qui a raconté que c'est le Khatan, je ne sais pas, à 19 ans, il était à un mariage, ou chez Brachot, il a regardé sa montre, c'était 11h15, il dit, je suis obligé de partir. On dit, pourquoi tu es obligé de partir? Parce que mon père m'attend. Mon père m'attend, pas m'attend avec la trique, m'attend pour parler. Mais si le père, lorsque le fils arrive à la maison, il est sur Internet, ou le père il s'est endormi, ou le père, donc il y a une présence, un investissement. Savoir qu'un enfant, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Montrer à nos enfants qu'on les aime. Donc on va continuer sur ce sujet aujourd'hui. Donc c'est prendre du temps de soi-même et donner. Et donc les parents peuvent travailler les deux. Les deux peuvent travailler. Mais lorsque on se rend compte de la priorité, encore, je ne peux pas vous dire, mais hier après-midi, dans mon collège, à côté du collège, il y a une yeshiva. Il y a un garçon qui a 16-17 ans, qui s'appelle Kaplan. Peu importe. Son père, c'est un rave très chashuv à Jérusalem. Il enseigne de Nishiva Paraditzrak. C'est aussi quelqu'un de très grand.
une fois par semaine, ce monsieur, il vient de Jérusalem, c'est comme au Shav Chemed, c'est un bled, y arriver c'est pas facile, avec sa redingote, son grand chapeau, on a eu sa redingote, il ne s'assoit pas dans le Beth Midrash avec les barouilles, parce qu'il ne veut pas que... Il est dans le kollel, avec son fils. Ils passent 1h30 ensemble. Une partie du temps, ils étudient ensemble, et une partie du temps, ils papotent. Et pourtant, c'est un monsieur, je connais son emploi du temps, il est hyper occupé. Mais donner à son enfant une relation. Montrer que, avec toutes les responsabilités, donc, alors ça, mais ce qu'on est en train de voir, c'est aimer, c'est prendre, on va continuer à voir ce sujet, aimer, c'est donner à un enfant, donner pas seulement une formation, donner de l'amour. Alors, le problème, c'est que... Pardon? Tous les jours, on m'a dit après, tous les jours dans une notice. Chaque après-midi, il a des enfants un peu partout, et chaque après... Bon, mais c'est une priorité. C'est une priorité. Nos enfants, c'est une valeur inestimable. Lorsqu'on a compris que l'éducation des enfants prend du temps, demande d'un investissement. Voilà, on va maintenant poser le problème, qu'est-ce qui se passe lorsque jusqu'à présent, on ne l'a pas fait? Bon, on n'a pas donné, on n'a pas dit à nos enfants qu'on aimait. Il y a cette difficulté qu'on a parfois de dire, on n'est pas habitué à le faire, et je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont commencé à le faire, au cours. Je suis persuadé que ceux qui ont commencé à le faire vont voir, ont peut-être déjà vu, mais on voit rapidement des changements. Mais comment est-ce qu'on change? Il y a un principe, il n'est jamais trop tard. Je ne parle pas d'un grand-père avec son fils qui a 50 ans, je parle lorsque l'enfant meurt, si c'est un adolescent ou un jeune adulte, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a abîmé, si on a fait des erreurs, on peut changer, et il faut changer. Alors, je veux que vous sortez de ce cours en étant persuadé que même si jusqu'à présent on ne l'a pas fait, il faut commencer à le faire. Le fait que pendant des années, entre les parents et les enfants, il y a eu des tensions, que le fait entre les parents et les enfants, ça n'allait pas, qu'on a pris malheureusement une mauvaise piste, on peut changer, il faut changer, il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors, le problème est le suivant. Qu'est-ce qui se passe si concrètement l'atmosphère dans la maison, elle est viciée? On sent chez l'enfant, les enfants se rebellent, les enfants n'écoutent pas leurs parents, il y a des tensions entre les parents et les enfants, il n'y a pas d'ambiance. Alors, du jour au lendemain, le papa va dire à son fils ou à sa fille, je t'aime, mais ça cloche, ça va pas passer. Ça va pas passer, c'est... Pardon? Donc, je vais vous dire, il y a un premier principe. Lorsque nous entendons une critique, on va réfléchir 10 fois pourquoi cette critique n'est pas adressée à moi. Pourquoi non, la personne se trompe. Par contre, lorsqu'on entend un compliment, même s'il est exagéré, on n'est pas très critique. Nous aimons entendre. L'homme aime entendre des compliments, et donc lorsqu'il entend un compliment, il ne va pas réfléchir 10 fois, peut-être qu'il exagère un petit peu, peut-être qu'il se trompe, non. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr bon à prendre. Et le fait de répéter, même si au début l'enfant va, ce qui arrive, le fait de répéter, parce que nous aimons nos enfants. Le fait de leur dire, au bout d'un certain temps, l'enfant va voir que c'est vrai. Donc il faut le répéter, ça paraît artificiel au début, mais c'est quelque chose que tout un chacun peut et doit faire. Alors, il y a parfois des enfants qui sont difficiles, plus difficiles que les autres. Il y a dans la famille toujours un enfant qui rebelle, un enfant qui sans arrêt fait du balagan, sans arrêt tous les autres disent, chaque fois il commence, chaque fois il se bagarre, chaque fois il tape les autres, chaque fois il est infernal, etc. Cet enfant, il a besoin d'amour autant, peut-être plus que les autres. Donc même si cet enfant, et parfois il nous pousse dans nos derniers retranchements, et parfois on a l'impression qu'on n'aime pas cet enfant. Parfois, il y a un enfant qui mène la vie dure aux parents. On n'a pas la force, on n'en peut plus. Chaque fois, il recommence, etc. On ne sait plus quoi faire avec cet enfant. Cet enfant aussi, encore plus que les autres, il n'y a pas le choix. Il faut comprendre qu'il faut commencer à l'aimer. Cette semaine encore, j'ai eu une conversation avec des parents, n'importe où ils habitent. Ils ont un garçon qui a dépassé la bar mitzvah. Et cet enfant ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Il ne va pas à l'école, c'est un enfant qui a un petit problème psychologique,
Et donc ils n'ont pas trouvé, ils ont éjecté les différents systèmes scolaires, et donc il est à la maison. Et vous imaginez qu'à la maison, c'est pas de la tarte. Hein. Les parents, je les plains. Je dis, vous voulez changer ça? Dites à votre enfant que vous l'aimez. Dites. Même si c'est un enfant qui est très difficile, l'enfant va attendre qu'il est aimé. Jusqu'à présent, cet enfant a subi sans arrêt une masse de critiques, sans arrêt. Il faisait des bêtises et chaque fois il faisait taper dessus. Avoir la force de changer. C'est une voiture, le moteur se met pas en marche, le démarre ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On la pousse. Il y a un moment où il faut se mettre à pousser de toutes ses forces pour que le moteur se mette en marche. Une fois que le moteur se met en marche, les choses vont bouger. Un enfant aussi, tous les enfants, chaque enfant, il doit ressortir de l'amour, peu importe. Donc l'enfant, vous allez me dire, mais l'enfant va se dire c'est de la comédie. Alors il sait que en fait il a un mauvais comportement. Un enfant, je parle d'un enfant qui est vraiment dur à vivre. Il va dire, tout d'un coup il entend que son père lui dit je t'aime, etc. Il dit mais c'est de la comédie, alors qu'il sait très bien qu'il fait sans arrêt des bêtises. Non. La réponse est très simple. Il n'y a aucune contradiction entre aimer son enfant et un enfant qui fait des grosses bêtises. Pourquoi? Parce que l'enfant doit le comprendre qu'on l'aime tel qu'il est. On aime notre enfant. Même s'il fait des bêtises, je t'aime. Je ne dis pas qu'il faut encourager les bêtises, il faut applaudir parce qu'il a cassé quelque chose. Mais l'enfant doit sentir que c'est notre enfant, c'est notre fils, notre fille. On l'aime sans condition. Aimer, c'est aimer sans mettre des conditions. Et lorsque l'enfant se rend compte que même lorsqu'il fait des bêtises, on l'aime, l'enfant va changer. Alors je vous donne un exemple. Je vais même encourager le problème. Non, alors c'est exactement la. Non, c'est exactement l'inverse. Un enfant qui ressent qu'il est aimé, il va prouver, on a vu la semaine dernière, il va prouver à ses enfants qu'il a droit à cet amour. L'enfant qui est aimé, il va essayer de se positiver. Pourquoi? Parce que si tu m'aimes, soyez francs, je ne demande pas de vos remarques. On a tous un enfant qui a plus difficile que les autres. Cet enfant, plus il est difficile, plus il est critiqué, moins il a envie de bien faire. Casser ce cercle vicieux, et la force de casser, vous allez voir, les choses vont changer. Un enfant, il recherche de l'amour. Il a besoin d'amour, ce qu'on expliquait lors du premier cours. Lorsque cet enfant va ressentir cet amour, il va prouver à ses enfants, à ses parents, qu'il a droit à cet amour. Et il va pas, je ne parle pas de gâterie, on parlera à la suite des cours de gâter un enfant, je parle d'amour. Alors, comment peut passer votre mécontentement sur ces actions? c'est aussi un sujet qu'on verra. On verra comment critiquer. Du moment où il faut savoir punir et critiquer, on verra. C'est un sujet. Pour l'instant, je pense que le principal, la critique, c'est pas le problème. Les enfants reçoivent des critiques. Donc j'ai donné quelques images déjà. Il faut le critiquer le moins possible. C'est un exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un enfant met ses doigts dans la prise électrique? On parlera de ça. Par exemple, un enfant qui range pas sa chambre. Oui, on en parlera, on en parlera, mais je vous demande, on voit les choses dans un certain ordre. Donc, alors ce qu'on est en train de voir, donc c'est le premier sujet le plus important, c'est donc la question la question de l'amour. Donc l'enfant qui parfois, donc j'entends des parents qui sont à bout et qui disent on ne le supporte plus, il est insupportable, c'est plus possible. J'ai eu le cas il y a quelque temps, comme ça, un de ses enfants qui était insupportable. Il a fait une grosse bêtise, une très grosse bêtise, et il s'est blessé. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Mais ses parents étaient 24 heures sur 24 à côté de lui, à le chouchouter et à le couver, etc. Vous allez me dire c'est normal. C'est tout à fait normal, mais c'est bien ce que je vous dis. C'est qu'un enfant, même s'il est impossible, même si par sa faute, il se retrouve dans une situation, les parents l'aiment. Lorsqu'il y a un problème, les parents sont là. Les parents aiment leurs enfants, et donc c'est une preuve, et je pense que vous avez tous compris le message, qu'au fond, nous-mêmes, on aime nos enfants. Alors, il est évident que lorsque nous-mêmes, parce que trop d'adultes de notre époque ont déjà grandi dans une société où l'amour était distillé en toute petite quantité. Donc lorsque les parents même ont grandi sans amour, je vous ai raconté l'histoire de cet orphelin qui a 50 ans, et on ressent qu'il n'a pas reçu d'amour, et malheureusement il n'a pas réussi à transmettre les enfants d'amour. Il faut apprendre là aussi. Mais si nous-mêmes, nous sommes des orphelins, des pseudo-orphelins, on n'a pas reçu cet amour, il faut apprendre à casser, à arrêter
cette souffrance que nous avons souffert pour changer de cap et donner nos enfants, même si nous-mêmes nous n'avons pas reçu, si notre éducation c'est une éducation entre guillemets moderne, avec des ersatz à l'amour, il faut apprendre à donner. Alors, comment aimer? C'est un sujet qu'on a déjà évoqué il y a quelques années. Et parce que comment nous mettre en marche cette voiture? Alors, il y a un principe que je vous ai dit il y a quelques années, je ne sais pas si vous en rappelez, et c'est un principe qui est vrai tant au niveau de la relation entre les conjoints que la relation entre les parents et les enfants. C'est un yesod, c'est un principe de base de Rav Dessler. Comment est-ce qu'on aime? En donnant. Plus on donne aux enfants, plus on les aime. Plus on donne à son conjoint, plus on l'aime. L'amour est une résultante de l'acte de donner, et pas l'inverse. C'est pas parce qu'on aime qu'on donne, c'est parce qu'on donne, on aime. En français, on appelle ça le plaisir d'offrir. La petite fille qui ramasse une pâquerette, qui tend ça à sa mère. Qui est-ce qui a plus de jouissance? La mère ne sait pas quoi faire avec cette pâquerette. Mais la fille, elle est au 7e ciel. Regarde, maman! C'est-à-dire que le fait de donner va faire qu'on va aimer. Si on veut aimer ses enfants, il faut apprendre à leur donner. Il y a un best-seller en Amérique qui a été traduit en français et en hébreu. Je ne rappelle plus de l'auteur. Comment se faire des amis? Vous connaissez celui comment Carnegie, oui. Carnegie. Alors, Bill Carnegie, qu'est-ce que c'est? Bon, Carnegie, il faut que je me note ça parce que. Donc, j'ai une fois vu ce livre. Et en fait, je vais vous dire la vérité. Il a tout pompé. Tout ce qui est marqué dans. C'est un livre qui est des caractères énormes, beaucoup de blanc haut en bas. Quel était le message? Le message, il est marqué dans ce que Masechet Derech Eretz. Il y a une braïta, donc une mishta que je dis pas. Masechet Derech Eretz. Il y a dans le chasse, il s'appelle Masechet Derech Eretz. Donc, dans Masechet Derech Eretz, il y a marqué, je vais vous lire ce qui est marqué, Im Chafetz Ata, si tu veux. Chafetz, c'est une volonté très forte. Lidabek Ba'avat Traverecha, que ton ami t'aime, Heve Nosev Noten Betovato. Casse-toi la tête, fais tout pour le bien-être de ton ami. Si tu veux être aimé par l'autre, soucie-toi de l'autre. Plus tu vas donner à l'autre, plus il va t'aimer. Et plus tu vas l'aimer aussi. Aimer, c'est apprendre à donner. Donc c'est le sod de Rav Dessler. Comment vous connaissez avec la Mishnah qui dit achète-toi un ami? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est donner. Parce que tu vas donner, parce que tu vas acheter et lui donner. En donnant, on crée une relation. Le fait de donner crée une relation. Kinyan, c'est pas acheter, c'est s'approprier. En français, c'est acheter, Kinyan, c'est s'approprier. S'approprier, c'est le fait de donner à l'autre. On va créer une relation très forte. Alors, Rav Dessler, il ramène dans Mystère Elia une histoire triste, mais qui est très forte. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la Shoah. Les Allemands sont venus en Europe centrale, et il y a une famille qui a été scindée en deux. D'un côté, il y a le père avec un fils qui ont pris la fuite dans une direction, et de l'autre côté, la mère était séparée donc de son mari et de son fils, et donc les a quittés. 5 ou 6 années se sont passées. Après la guerre, ils se sont retrouvés. La cellule familiale s'est reconstruite, mais la mère n'était pas capable d'avoir une bonne relation avec son fils. Elle avait en tête le môme qu'elle avait quitté 5-6 ans auparavant. Elle s'est retrouvée avec un enfant beaucoup plus grand qu'elle n'avait pas élevé, qu'elle n'avait pas donné. Par contre, la relation entre le père et le fils était très forte. Le père, qui pendant toutes ces années a dû jouer le rôle à la fois du père et de la mère, a donné beaucoup plus que le père normal, entre guillemets. Donc la relation entre le père et le fils était très forte. Par contre, pendant ces années d'absence entre la mère et le fils, la mère rien de lui au fils. La mère a eu énormément de difficultés pour essayer de recréer une relation. C'était presque artificiel parce que, c'est pas artificiel, c'est son fils, mais il manquait des années. Et ce qu'on voit avec l'adoption, lorsque des parents de qualité, parce que l'adoption, c'est une épreuve qui n'est pas facile à vivre, mais lorsque les parents se sont investis dans le rôle de parents adoptifs, ils arrivent à donner, à créer une relation, et on voit des enfants adoptés qui grandissent, parfois au sein de la famille, par rapport entre des frères et des sœurs, comme s'ils étaient faisaient partie des enfants sanguins.
C'est-à-dire que lorsque les parents ont cette grandeur d'âme d'apprendre à donner à leurs enfants, ben les enfants, ils reçoivent, et une relation qui se crée, bien qu'au début elle est artificielle, mais le fait de donner, sans se soucier des enfants, crée une relation. Donc, donner, c'est la base de l'amour. Maintenant, comment est-ce que... Comment donner? D'abord, bien entendu, il y a quelque chose qui est essentiel, ce que vous avez dit au début du cours. On ne peut pas donner de l'amour et faire l'inverse. Donc, il y a une logique. Lorsque d'une part on dit à l'enfant qu'on l'aime, et d'autre part l'enfant voit exactement l'inverse, il va perdre confiance. Donc, lorsqu'il s'agit, lorsqu'on aime son enfant, il y a une logique qui implique un certain comportement. Alors, quel est le principe de base? C'est l'amour, c'est se soucier de l'autre. Donner à l'autre, c'est se soucier vraiment de l'autre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que cette histoire de ce monsieur qui fait les tefilines, cette histoire c'est donner de son temps pour écouter l'enfant. Pour écouter l'enfant, pour que l'enfant se rende compte que s'il a un souci, il a un bobo, on verra un peu plus tard, avec les différents âges, comment ça se gère, que le papa est là pour écouter. Mais on ne peut pas faire pression sur l'enfant. Raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. Et jamais l'enfant racontera comme ça. Mais si l'enfant se rend compte que le papa et la maman sont là à l'écoute, sont là pour écouter sans forcer à l'écoute. L'enfant a la possibilité de vider son cœur, et l'enfant se rend compte qu'en fait, ses parents compatissent, se soucient avec ce qui se passe chez lui, que en hébreu on dit erpat lahem. Erpat lahem, ils sont concernés vraiment par ce qui se passe, mais l'enfant se rendra compte qu'il est aimé. On ne peut pas dire je t'aime et tout d'un coup le téléphone sort et c'est fini. Lorsque, on sait très bien, c'est la même chose entre les conjoints, lorsque une femme ressent que son mari il a la tête ailleurs, il est préoccupé par d'autres choses ou parce que la moindre chose le fait non, il est plus là, le mari n'écoute plus, mais c'est du jeu et tout est cassé. Donc un enfant, c'est quelqu'un on expliquera ça plus en dire un peu plus tard, qui vit des épreuves, parfois des traumatismes. Sa vie sociale est une vie qui est difficile. Les enfants ne se font pas de cadeaux à l'école, au lycée, à la fac, à l'armée, dans la yeshiva aussi. C'est-à-dire qu'il y a des conflits. Un enfant a besoin de retrouver chez ses parents la possibilité de ressentir une chaleur, de ressentir une écoute. Pourquoi l'heure où l'enfant revient de l'école est primordiale? C'est un moment, la rencontre entre les parents et les enfants. Lorsque l'enfant revient de l'école est essentiel. Il faut tout faire pour qu'un des parents soit là lorsque l'enfant revient. On verra ça aussi plus en détail dans la suite. Maintenant, il y a un point qui est vital. Donc on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe chez l'enfant. Donc, aimer, c'est s'intéresser, se préoccuper de ce qui se passe chez l'enfant. Mais là, il y a un danger. Il y a un danger qui est terrible. Si l'enfant, il se plaint, j'ai un tas de devoirs, j'en peux plus. Et l'enfant va entendre de son père ou de sa mère, si tu te plains tellement de devoirs, c'est que tu t'investis pas assez dans ton travail à l'école. Ou le fils de mon copain, jamais il se plaint. Pourquoi tu te plains? Lorsque l'enfant va se plaindre et que l'enfant ne va pas entendre de son père de la compassion, mais au contraire, il va entendre une critique. Mais sans arrêt, chaque fois qu'il est en train de râler, mais pourquoi les autres ils râlent pas? Mais cet enfant il n'aura plus envie de se confier à ses parents. Donc se confier ne veut pas dire que l'enfant va entendre une critique. Se confier veut dire que le père il va écouter, ou la mère va écouter son enfant, et il se plaint qu'il y a beaucoup de devoirs. C'est vrai, tu as vraiment beaucoup de devoirs. Bon, tu vas t'habituer, ça va prendre du temps, mais tu vas t'habituer. L'enfant entend qu'il est compris. C'est difficile, mais c'est un travail à faire. Je vais une fois raconter l'histoire de mon oncle. J'ai un oncle, un anglais, c'est un avocat à Manchester. C'est un monsieur qui depuis des dizaines d'années souffre de migraine. De migraine terrible. C'est une histoire qui date d'une vingtaine d'années. Le Stipler, le père de Raphaël Kanievski, était encore en vie. On habitait dans la même rue. Un jour, mon oncle est venu venir voir rendre visite. Il a entendu que Stipler habitait dans la même rue.
Elle dit, il faut que j'aille voir le sniper, il faut que je lui dise peut-être qu'il peut faire quelque chose pour mes migraines. Bon, c'est les rabbinim, on n'a pas de coup de baguette magique. Bon, la bracha d'un tzaddik, ça peut aider, mais bon, je lui dis, qu'est-ce que tu veux de lui? Bon. Il est allé, il est revenu, il était au 7e. Il est revenu, il était au 7e ciel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il m'a raconté. Il m'a dit, tu sais pas combien je te comprends. Moi aussi, parfois, j'ai mal à la tête, et c'est vraiment terrible. Alors, j'ai pas de solution miracle. Moi, ce que je fais, je me lave la figure. Mais je te comprends. Je me lave la figure d'eau froide. Ça fait un peu de bien. Mais je te comprends. C'est vraiment pas facile d'avoir la migraine. Pour la première fois de sa vie, mon oncle a été compris par quelqu'un. Chaque fois, on dit, prends l'aspirine, ou mets les pieds, couche-toi, mets les pieds en l'air, détends-toi, fais de la relaxation. C'est pas si grave que ça, il y a des gens qui ont un cancer. Mais arrête de te plaindre sans arrêt. Pour une fois, quelqu'un l'a compris. Et il n'a pas enlevé la maladie. Le fait d'être compris, le fait qu'un enfant revient et dit, le Masgan, aujourd'hui, la clim n'a pas marché à l'école, c'était terrible. Ouais, arrête tes frères. Moi, quand j'étais gosse, tu crois qu'à l'école j'avais la clim, mais pour qui tu te prends? Mais vraiment, alors un jour, ça n'a pas tellement marché, il faisait un peu chaud. Sois content, les gens, ils ont même pas des classes, ils n'ont même pas ventilateur. Alors, s'il ne marchait pas, le père, il a mis à côté. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai, c'est vraiment pas facile. Comment c'est fait? C'est vraiment, c'est dur. Hein. Quand il fait chaud, je te comprends. C'est vraiment pas facile. L'enfant était compris. Donc, l'enfant a senti que son père s'identifie à lui. Son père le comprend. Son père n'est pas là pour lui faire du moussard, pour lui faire de la morale. J'ai demandé à ce monsieur qui fabrique des bâtiments, comment est-ce que lui-même a été éduqué. J'ai connu son père. Mes préétudes, j'avais acheté chez son père. C'est un vieux rave à Jérusalem. Un monsieur qui travaille à fabriquer des bâtiments. Pas un rave, pas un taille rave, mais une grande barbe, etc. Mais un monsieur qui faisait Il commence que... Il m'a raconté. Le vendredi soir, chaque semaine, après le repas, mon père nous prenait tous les enfants et on allait se balader dans les ruelles de Jérusalem. Et notre père, nous racontait des histoires avec ses copains du Cheder. Un de ses copains, c'est Rav Shmuel Auerbach, c'est un des géants de la Torah aujourd'hui. Il nous racontait des histoires. Il ne nous disait pas fais ça, fais ci, fais ça. Il nous racontait des histoires sur les Gdolim de la Torah. Vendredi soir, Rabotai, on est fatigué. C'est un monsieur, je l'ai connu, il avait un travail physique à l'époque. Il devait travailler dans la chaux pour tanner les peaux, etc. Vendredi soir, on est fatigué. En plus, on a mangé un bon repas de Shabbat. Qu'est-ce que font certains parents très rares? Ils s'endorment. Le père savait que c'était un moment privilégié. Chaque vendredi soir, il se promenait. Il ne disait pas du moussard. Fais ci, fais ça. Il racontait des histoires. On raconte des histoires. De nouveau, le moussard direct, je reviens un peu à votre... il y a des cas où il faut critiquer. Mais la vraie éducation, c'est pas l'éducation directe. C'est l'éducation indirecte qui passe par des moments. Ce monsieur m'a dit, mais ça, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est des choses qui m'ont marqué. Ces balades, le vent et le soir, avec papa, on disait ça avec papa, c'était quelque chose d'exceptionnel. L'enfant sentait qu'il était aimé, qu'il était écouté. L'enfant aussi a l'occasion de parler, de raconter à son père. Alors, notre but, en fait, c'est un défi aujourd'hui parce que il y a une réalité. Je ne vous ai pas dit de quitter Ranana. Ce n'est pas le but de cette série de cours. Il y a une réalité. Vous êtes à Ranana, donc il y a une réalité. Comment est-ce qu'à Ranana ou à Kfar Saba, il faut avec ce qu'on a, on est dans une situation telle qu'elle est. Pour l'instant, on ne peut pas changer le monde. On va essayer de le changer, mais ça prendra encore quelques semaines. Donc, comment est-ce que au quotidien changer ça? Donc, être à l'écoute de nos enfants, être à l'écoute en écoutant, sans critiquer. Donc, l'enfant, lorsqu'il vient vider son cœur, il ne veut pas entendre. Très souvent, il ne cherche pas à entendre un conseil. C'est un peu l'erreur de beaucoup de maris. Lorsque une femme se plaint
d'un problème X, Y, Z à l'oreille de son mari, le mari va essayer de trouver une solution technique. La femme n'a pas besoin de solution technique, elle a besoin d'être écoutée. C'est apprécié parce qu'on est des Français qui voyageons. Il est important, même lorsque vous êtes en voyage à l'étranger, ou des gens qui sont en Elohim, de parler à ses enfants à distance. Donc, de téléphoner, parler avec les enfants. Pas simplement voir les problèmes techniques qu'il faut résoudre à la maison, on n'oublie pas de payer la facture et il faut rendre tel et tel objet. Parler avec les enfants, leur dire comment est-ce qu'ils vont. On revient de Chutz La'aretz, montrer aux enfants que nos enfants nous ont manqué. Même à distance, on est loin, on doit montrer à nos enfants qu'on aime. Alors, comment aimer? Il y a encore une phrase que tout le monde connaît. Parce que, l'amour, a priori, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas en faire une dissertation, il n'y a pas un mode d'emploi. Soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, lorsqu'on ouvre la Torah, on voit que c'est un peu différent. Il y a une définition de l'amour. Comment aimer l'autre? Qu'est-ce qu'on doit chercher à donner? Parce qu'on a vu qu'aimer, c'est donner à l'autre. Et la définition est marquée dans la Torah. Va'afta l'areacha kamocha. Et donc, il est ce qu'il a dit à ce monsieur qui veut se convertir. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Va'afta l'areacha, tu aimes l'autre, kamocha. Ce que nous cherchons dans la relation avec l'autre, c'est quelque chose que nous-mêmes, nous devons donner à nos enfants. Comment est-ce que je voudrais qu'on s'adresse à moi? Comment est-ce que, dans mon vécu, comment est-ce que j'aurais vu la chose? Va'afta l'areacha kamocha. Chercher ce que moi je recherche, c'est ce qu'on doit donner à nos enfants. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais commencer donc avec différents âges. Alors, il est évident que l'âge bébé, l'enfant, lorsqu'il est petit, c'est l'âge le plus facile, le moment le plus facile pour aimer. Un enfant, il est mignon, un bébé, il est mignon, on l'aime naturellement et on le cajole. Alors, c'est appris que prendre un bébé dans les bras, c'est pas toujours de l'amour, de toute façon, c'est de la gâterie. D'une part, donc, il ne faut pas prendre le bébé dans les bras pour être tranquille, pour avoir la paix, mais d'autre part, l'enfant a besoin de contact physique. Un besoin vital de ressentir. Un bébé, un petit enfant a besoin de ressentir un contact physique avec ses parents, non pas en tant que gâterie, mais le prendre pour montrer qu'on l'aime. Donc un enfant, c'est quelque chose d'essentiel. Là aussi, c'est un investissement. L'investissement donné, c'est pas qu'on a envie de le prendre, lorsqu'il y a un besoin. Et donc, c'est un besoin qu'il faut savoir créer, savoir susciter, parce que l'amour passe aussi par le contact physique. Donc, plusieurs fois par jour, il faut prendre l'enfant dans ses bras. L'enfant va au jardin d'enfants. Pour un enfant, le jardin d'enfants, c'est un conflit. C'est une école de la vie. Parce qu'il va apprendre qu'il n'est pas le seul, il va apprendre que les autres enfants se disputent les mêmes jouets, il va prendre des coups. L'enfant, à ce moment-là, doit avoir beaucoup plus d'amour. L'enfant qui vient du jardin d'enfants, c'est un enfant qui a besoin de l'écoute de sa mère. Dans l'absolu, c'est la mère qui doit être là, la mère pas être là, ça doit être le père. Le moment où l'enfant revient du jardin d'enfants, il y a des enfants, j'ai mal au cœur, j'ai pitié sur eux. C'est des enfants, c'est des valises. Ils ont terminé le jardin d'enfants, il y a une femme qui les prend, qui les amène chez une nourrice. Donc, de la nourrice, ils passent une partie après-midi, puis après ils vont chez des amis, ils rentrent le soir à la maison. La maison devient une halte garderie. Pendant toute la journée, il n'y a pas de relation. C'est quelque chose ces enfants, il va leur manquer quelque chose. Un enfant revient du jardin d'enfants, il a besoin de montrer le travail qu'il a fait. Il a besoin de raconter à sa maman ce qui s'est passé, qu'il a pris des coups, qu'il s'est écorché, qu'il est tombé, qu'un enfant lui a fait un croche-pied, etc. C'est des choses, il a besoin. Si la mère n'est pas là, le père n'est pas là. L'enfant, à travers ces moments où il revient de l'enfant, va se rendre compte que son foyer, c'est pas une halte garderie. Le foyer, c'est un havre. C'est un foyer dans le sens, la chaleur du terme. C'est là où il est aimé. C'est là où il peut raconter ses soucis, ses bobos. Il a une écoute. Donc, dès le plus jeune âge, un enfant a besoin de ressentir ça. C'est un âge où c'est relativement facile. Donc, lorsque l'enfant revient à la maison, il y a une priorité. Vous êtes au téléphone, votre femme est au téléphone, il faut dire à la personne avec qui on est au bout du fil, je ne peux pas continuer maintenant, et je te rappellerai plus tard. Lorsque l'enfant rentre à la maison, et que la personne qui est là pour le recevoir est au téléphone, on lui a... J'existe pas. Donc, lorsque l'enfant rentre à la maison, il faut le prendre dans les bras, il faut l'embrasser, faut donner de l'affection. Il a besoin de ressentir que c'est lui à la maison, c'est là où il est bien.
dire à son enfant, ah, je t'ai attendu. Il me disait, le problème c'est que moi je vois autour de moi, au prochain j'ai pas ce problème, parce que moi j'ai reçu de l'amour, transmis de l'amour, mes enfants transmettent de l'amour à leurs enfants, c'est inné, je veux dire, on est dans la prochaine, on a cette présence. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très froids, de ma génération ou même des froids, de ma génération ou même des plus jeunes, qui sont très vulnérables. Comment ils peuvent travailler sur cette... C'est le but de secours. C'est le but de secours, apprendre à changer. Réaliser, réaliser que c'est essentiel, réaliser que c'est vital, réaliser que sans cela, on ne peut pas réussir l'éducation de ses enfants. Quelqu'un qui est très dur, qui a vécu... moi, je vois mon épouse, elle est plus dure que moi. Bon, parce qu'elle a reçu une éducation dure chez elle. Les filles chez elle, c'était basé. On s'occupait que des garçons. C'est comme ça, bon, ils ont reçu ce type d'éducation. Donc, en quelque sorte, il y avait moins de chaleur. Avec ma femme, c'est venu avec... Bon, alors, mais il faut apprendre à travailler sur ce point. Apprendre à travailler sur ce point. Donc, le but de ce cours, c'est justement casser, lorsqu'on n'a pas reçu ça nous-mêmes, apprendre, s'auto-éduquer, il faut apprendre, nous on doit apprendre à changer. C'est prendre conscience que c'est vital et apprendre à changer. On est tous capables de montrer à nos enfants qu'on les aime. Il faut apprendre à le faire. Alors on va s'arrêter ici, j'aimerais dire un message sur Parashat Shavua, de nouveau par rapport à l'éducation. Mais en fait, deux enfants ratés, excusez-moi du terme, mais Ismaël et Esav. Ismaël et Esav, et deux manières de faire au niveau de leurs parents. Ismaël, Sarah a dit à Abraham, ben, tu le mets à la porte. Tu le mets à la porte. Esav est resté à la maison. Yitzhak et Rivka étaient d'accord pour laisser Esav à la maison, et c'était pas de la tarte, Esav. C'était quelqu'un qui était tous les jours d'adultère, des crimes sanguins, etc. Malgré tout, donc Yitzhak, il a essayé de tout faire pour garder cette relation. Saïd Bepiv, et ça posait des questions d'Allah. Et Yitzhak, il écoutait avec patience. Un assassin, il vient poser des questions d'Allah, mais on l'écoute avec patience. Ismaël, ses parents, Abraham, l'a mis à la porte. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, tu écoutes Sarah. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis à la porte? Parce que dans le cas d'Ismaël, il y avait un danger pour Yitzhak. Par contre, dans le cas de Yaakov et Esav, Yaakov était parti à la yeshiva. Ishtam, Yosef Ali était à la yeshiva, il n'était presque pas à la maison, il n'y avait pas de danger. Yitzhak et Ismaël grandissaient ensemble, bien qu'il y avait une grande différence d'âge, il y avait 13 ans de différence entre les deux, plus ou moins 13 ans, alors qu'Yitzhak et Yaakov et Esav avaient le même âge, quand ils n'étaient pas ensemble, il n'y avait pas de danger. Donc il n'y a pas, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de une recette uniforme pour l'éducation des enfants. Il y a parfois des dilemmes, des questions qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant? Abraham et Sarah sont disputés. Qu'est-ce qu'on fait avec Ismaël? Abraham ne pouvait pas mettre son aîné à la porte, mais ils ont posé la Sheila à qui? À Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a tranché, il faut le mettre à la porte. La fin de l'histoire, c'est qu'Ismaël, Beseva Tova, il est marqué la fin dernière, on a vu dans la Parasha, que Abraham il a quitté Beseva Tova. Et Rachid dit sur place qu'Ismaël, à la fin, a fait tchouva. Ismaël a fait tchouva. Donc il faut savoir que, bien qu'il ait quitté la maison, le fait qu'il ait reçu de nombreuses années d'éducation, il a quitté, parce qu'il y avait un danger pour le petit frère, pour Yitzhak, malgré tout, à la fin. Donc, que Jbourou il a fait, l'éducation d'Abraham a porté ses fruits à long terme, et Ismaël il a fait tchouva sur la fin de ses jours. Voilà, il faut laisser ça à l'Ismaël, il attend qu'on ait tous une achat de tous nos enfants.